pouvoir sans un programme pour sortir tous ces noirs-là de la misère et leur redonner un peu de pouvoir économique. Résultat des courses, l'ANC prend bien le pouvoir, mais la situation des noirs en Afrique du Sud reste catastrophique aujourd'hui avec les bidonvilles, les townships comme on connaît. En Afrique du Sud où sévissent toutes sortes de crimes, le taux des sida et consorts sont à des paroxysmes super élevés et la même mise sur l'économie reste toujours à des étrangers qui avaient occupé le terrain hier. C'est ça le grand problème que beaucoup de luttes de libération, non seulement africaine, mais des Noirs dans le monde a connu. Il n'y avait pas un projet, quand on dit on veut renverser tel, ça suffit, son régime doit passer. On ne prépare pas l'après. Or, le MRC a l'avantage que ce parti politique a préparé l'après. D'où nous disons, la candidature de Biya, c'est un non-événement. Parce que de toutes les façons, tout le monde le voit aujourd'hui. Même physiquement, la nature l'appelle au repos. Même physiquement, ses capacités l'ont abandonné. Et donc, on sait très bien que son régime et lui, ils ont déjà échoué lamentablement. Ils ne peuvent plus présenter et proposer quoi que ce soit aux Camerounais. Même s'ils apportent le meilleur des projets aujourd'hui de gouvernance pour le Cameroun. C'est totalement absurde de penser qu'ils pourront le réaliser parce qu'on sait qu'ils ont qu'une seule façon de gouverner. C'est par la médiocrité, par les prébendes, par la cooptation de quelques copains et de coquins qui vont travailler tous pour se maintenir au pouvoir, mais jamais dans l'intérêt du peuple camerounais. Et nous disons donc simplement aux Camerounais que l'avantage que nous avons, c'est que le MRC et son leader ont préparé quelque chose pour l'après. Ils ne disent pas simplement ce régime doit partir. Le SDF l'a dit longtemps, sauf Adon Finish, Paul Biya Mosgo. Ils l'ont dit longtemps. L'UPC même se battait dans le temps avec vigueur contre le régime colonial et le régime néocolonial qui était installé, mais il n'avait pas encore eu le temps de préparer un projet de gouvernance, un programme de gouvernance qui disait voici ce qu'on va faire sur le plan économique, voilà ce qu'on va faire sur le plan de la santé, voilà ce qu'on va faire sur le plan de l'éducation, ainsi de suite. Et tout, il n'avait pas eu ce temps de préparer cela. Le MRC a donc eu le temps de préparer tout cela avant de se mettre sur la scène politique camerounaise. Et il a un leader qui s'est totalement imprégné de ce programme-là. C'est pour ça que vous le voyez développer avec une maestria sans pareil devant les jeunes le 11 février. Un programme qui est révolutionnaire pour le Cameroun. Et j'en reviens donc pour finir au propos de la tontinarde qui disait le problème qui se pose, c'est qu'on n'a développé aucune zone industrielle au Cameroun. C'est totalement vrai. Parce qu'il n'y a pas de vision derrière le RDPC. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas un homme visionnaire. Or, le MRC dit, nous faisons au moins, le professeur Kamto l'explique très bien, 3 zones industrielles au Cameroun. Minimum. Une zone à Edea, parce que d'abord, c'est une zone qui s'y prête, où on a l'avantage d'avoir des centrales électriques, donc la fourniture d'énergie électrique est là. On a l'avantage d'avoir des fleuves. On a l'avantage que ça se situe à un carrefour, donc dans une zone là où le transport des produits qui sortent de là peut facilement aller vers les grandes villes que sont Yaoundé. À partir d'Edea, Yaoundé est joignable. À partir d'Edea également, Douala est joignable. Vous pouvez également joindre le port de Kribi. Vous pouvez joindre le port de Douala. Vous pouvez aller sur Yaoundé et vous pouvez à partir de Yaoundé également, étendre pour continuer vers les pays qui n'ont pas d'accès à la mer, comme le Tchad et consorts. Parce que à partir du Cameroun, naturellement, à partir de Douala, ces pays-là viennent chercher des marchandises qui viennent de l'étranger pour les ramener chez eux, Centrafrique compris, par le passé. Donc on dit, nous avons un pôle de production à Edea qui nous permet déjà de développer des produits dont ces pays-là ont besoin. Et à partir de là, nous vendons, nous exportons, et on a une capacité de se dire que désormais le Cameroun peut avoir une balance commerciale qui peut être excédentaire. Pourquoi excédentaire? Parce qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes et l'un des gros échecs du régime, c'est que la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre ce que tu vends à l'extérieur, donc tes exportations et tes importations, est totalement en défaveur du Cameroun. Le professeur Kamtola d'ailleurs rappelé, quand il parlait aux jeunes la dernière fois, il a donné les chiffres sans préciser que les chiffres qu'il donnait sur les chiffres de 2022, les chiffres de 2023, il y a eu 40% de chute en moins encore. Donc on est passé à plus de 2000 milliards. On était d'abord à 1400 milliards. On est passé à plus de 2000 milliards de déficit de la balance commerciale au Cameroun. Pourquoi? Vous ne produisez rien. Vous n'avez aucune politique de développement de l'industrie. Aucune politique de développement de l'agriculture pour pouvoir exporter beaucoup plus que ce que vous importez. Et le Cameroun se met à importer du riz, quelque chose qu'on produisait avec la seimerie au Cameroun à suffisance. Le Cameroun se met à importer du blé, alors que toute la zone du nord du Cameroun est largement favorable au développement justement de cette agriculture-là.
Vous avez la possibilité de transformer même d'abord ces produits avant de les vendre pour créer plus de valeur ajoutée. Je prends toujours un exemple banal sur le cacao qui est produit au Cameroun. Le cacao est produit au Cameroun et on le vend brut. On le vend comme ça, en matière première, sans transformation à l'étranger. Et les gens se vantent que le régime de Monsieur Biya fait vendre le cacao à 5 000 francs, que c'est le prix le plus haut. Et moi, j'ai envie de rigoler. Mais quelle est la politique de développement industriel qui a derrière le cacao camerounais? Aucune. Et donc, comme il n'y a pas de politique, on vend le cacao brut. Sauf que les entreprises étrangères qui prennent ce même cacao brut, là, 1 kilo à 8 euros, le transforment et revendent le même kilo de cacao après avoir transformé à 58 euros. Il y a une différence donc de 50 euros de gain qui manque à gagner à l'État du Cameroun. Comment votre balance commerciale peut être excédentaire? Elle ne peut être que déficitaire. Et on dit donc qu'on va développer les zones industrielles parce que naturellement, on doit d'abord transformer nos produits sur place avant de les vendre, que ce soit à l'intérieur ou à l'étranger, parce que c'est ça qui génère la plus-value. Le plus grand bénéfice, c'est quand tu as transformé un produit pour le vendre. Et il n'y a pas que cette zone-là qui va être donc développée. Une zone au sud, une autre zone dans l'ouest agricole du Cameroun avec Fumbot, Fumban et toutes les terres agricoles qu'il y a là-bas dans cette riche zone-là. Voilà comment on a la vision de développement d'un pays. Voilà comment on projette de développer un pays. Voilà comment on est vraiment totalement plongé, attaché, amoureux d'un pays. On veut le voir grandir. On a des projets grands pour le pays en question. Ce n'est pas en venant faire des slogans, en venant ici essayer de nous dire, ben oui, la Tontina l'a dit ceci, la Tontina l'a dit cela. La Tontina ne fait que constater ce qui est réel. Le régime est un échec. Ils doivent tous partir. Mais pas partir juste pour partir. Partir parce que en face, aujourd'hui, il y a une proposition pour développer le Cameroun. C'est ça le grand avantage que nous avons. Tous les pays voudraient voir partir les dictatures comme celle de Monsieur Biya. Mais peu de pays ont l'avantage que une fois que ce régime-là sera parti, il y a une vision claire de ce qu'on veut faire pour développer le pays en question. Et en cela, on est donc en droit de se dire que la chance des Camerounais aujourd'hui, c'est qu'un parti politique a un vrai projet pour le Cameroun et d'envergure nationale et avec une vision de construction de l'ensemble du pays et non pas d'une région quelconque. Cette vision-là est donc celle qui va permettre que les Camerounais tous ensemble puissent accéder à des conditions un peu meilleures. J'ai dit un peu meilleures par rapport à ce que nous avons ici. C'est juste pour être dans un euphémisme, parce que les conditions que nous avons au Cameroun aujourd'hui sont encore des conditions de l'âge de la pierre taillée. C'est dit que quand j'imagine, c'est la seule scène qui moi me traumatise, et excusez-moi de revenir dessus à plusieurs reprises. Quand j'imagine que 3 bébés, j'imagine que c'est moi je suis père d'enfants. J'imagine que j'ai ma femme qui accouche et on doit porter mes 3 nourrissons, quitter d'un établissement hospitalier, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la maison. Elle n'a pas accouché dans l'arrière-pays, elle n'a pas accouché dans la brousse. Elle n'a pas accouché à Ngelmendouka. Elle n'a pas accouché à Betareo, à Mal-Antoine ou bien je ne sais pas où. Elle a accouché à Douala. Et à Douala, pour partir d'une structure sanitaire d'État à une autre structure sanitaire d'État, on transporte 3 enfants dans un carton au Cameroun. Moi, je vous dis, ce régime, c'est le pire régime qui ait jamais pu exister sur cette terre. Parce qu'on est là dans la capitale économique de votre pays, mes chers amis. On est là dans la capitale économique de votre pays, c'est-à-dire la ville qui, économiquement parlant, donc d'un point de vue des infrastructures et de l'argent, est la plus avancée de votre pays. C'est plus avancé même que Yaoundé, de votre pays. Elle est plus peuplée que Yaoundé. Mais dans cette même ville-là, on transporte des nourrissons nouveau-nés dans votre pays, dans des cartons. Je vous dis, les Paul Biya, Ayop là, tous vous partez, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vous travaillez dans ce régime, vous partez. Vous allez sortir et laisser ce pays donner la possibilité qu'on mette les Camerounais dans des conditions minimum de dignité. Je ne dis même pas de bonne vie, mais de dignité. Ça, c'est un manque de dignité. Je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Oui, Bobo, tu vas continuer. Mais vraiment, Monsieur Fauchin, comme d'habitude. Amen. Voilà. Quand quelqu'un finit un argumentaire pareil, Vraiment. il mérite un standing ovation. Merci. Merci, PH. Merci. Oui, pour les Il faut être sorcier pour ne pas supporter Maurice Kamto, après avoir entendu des trucs pareils. Vraiment. Bobo, tu peux parler, hein, mais en vérité, non. Ok, oui, bah moi je parle toujours en vérité. Bon, je voulais répondre, je voulais dire à Faucine, tu m'as fait un procès, j'ai l'impression que tu m'as pas écouté. Hein. Je n'ai jamais dit ici que quelqu'un n'était pas boulot.
Je n'ai jamais défendu le régime Biya ici. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu intervenir sur Doc Panel savent que je ne suis absolument pas pro régime. Donc, j'ai l'impression que tu me fais un procès par rapport à, peut-être parce que j'ai dit que j'étais du Sud, mais bon, je vais laisser ce soupçon-là, je vais pas te le confirmer. Après, je voulais répondre à la Tontinard. Pour moi, tu as dit quelque chose comme quoi qu'on ne te force pas. Écoutez, on se connaît au Cameroun. Donc, mais il ne faut pas être dans l'hypocrisie. J'ai pas mis un jugement sur toi. J'ai dit ce que je pensais. C'est-à-dire que tu ne peux pas englober toute une communauté à cause d'un individu sous prétexte que cet individu est issu de la même communauté. Donc, les ayob que vous aimez dire, non. En réalité, je le dis toujours aux gens que si on organise une vraie élection dans ce pays, le président actuel, même s'il est du Sud, il ne fera même pas 30% dans le Sud. Je suis même convaincu qu'il va même faire des gros scores dans d'autres régions du pays, hors Sud. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, vous dites que les gens du Sud sont tous pro-Biya, mais c'est absolument faux. Vous ne connaissez pas le Sud, vous ne connaissez pas les réalités du Sud. Je n'ai jamais dit que les gens ne souffraient pas au Sud, je n'ai jamais dit que les Camerounais ne souffraient pas. Je voulais juste rétablir cette vérité-là, qu'il faut que les gens cessent d'englober toute une communauté à cause d'un individu. C'est tout ce que je voulais dire. Et que ce discours-là ne puisse pas plaire aux gens, je peux le comprendre, mais c'est une réalité. Du moment où on va arrêter d'englober toute une communauté, déjà, il y aura déjà un plus pour tout le monde. Parce que ces communautés-là, et si vous pensez que les boulots, ils vont entendre que les autres leur disent que, oui, si le pays est dans une difficulté, c'est à cause de vous parce que vous soutenez les boulots. Qu'est-ce que les boulots vont faire? Les boulots ne vont pas courir vers vous en disant maintenant il faut qu'on soutienne maintenant ce candidat qui nous dit ça. Non, qu'est-ce que le boulot va faire? Le boulot il va dire ok, les autres nous prennent comme un rival, un danger. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, la seule personne qui peut nous protéger aujourd'hui, c'est celui qu'on nous reproche et de le soutenir, même s'ils le soutiennent pas. Par peur, ils vont forcément se réfugier auprès de celui qui est au pouvoir et qui va pouvoir les protéger. Donc, ne soyez pas surpris que si vous voyez que les boulots, à cause de ces discours, se réfugient auprès du régime par peur de ce qui peut se passer après le régime. Ça arrive dans tous les peuples, ça n'arrivera pas au Cameroun, ça arrive partout comme ça. Donc, ne soyez donc pas surpris à cause de vos discours de division si cela arrive. Et après, je voulais finir. Et pour finir, je voulais répondre à Faustine. C'est bien beau des discours sur TikTok, mais la réalité politique est autre, mon cher. Et dans mes cours de sciences politiques, on m'a toujours dit, méfiez-vous des gens qui vous annoncent, des politiciens qui vous annoncent des milliers de projets sans chiffrer. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, sans chiffrer. Merci. Je ne sais pas si Marc Sanier me permet de lui répondre. Faut-il répondre d'abord? Ouais, merci. Merci de me donner l'opportunité de répondre. Et je vais d'abord commencer donc par dire aux frères que ça montre le degré d'ignorance et d'inculture. Pas d'ignorance et d'inculture sur la politique, d'ignorance et d'inculture sur le programme de gouvernance du MRC. Ça montre aussi que des gens sont en train de vouloir entrer dans l'arène politique camerounaise, parce que là, nous sommes en train de faire un débat politique, mais sans connaître les offres politiques qu'il y a sur la place du Cameroun. Et c'est la chose la plus marrante. C'est-à-dire que chaque fois, les gens viennent toujours débattre sur les propositions du MRC, sans jamais avoir lu le programme du MRC, sans jamais savoir ce que le MRC propose en question. Mais, et si vous avez lu le programme, c'est que c'est encore plus grave. Dans ce cas, c'est de votre intellect maintenant que je vais commencer à douter. Parce qu'avant, je voulais douter du fait que vous ayez lu le programme. Si vous confessez vous-même que vous avez lu le programme, c'est que je vais dire que vous êtes un élève cancre. Si tu savais les écoles... Et ce n'est pas une insulte, hein. C'est la vérité. L'élève cancre, c'est simplement celui qui finit d'avoir toutes les leçons comme tout le monde. Il finit de prendre le même cours d'histoire, de géographie, de mathématiques que tout le monde. Il va à la maison, il lit. Laisse le discours. Parle-moi de chiffrage. C'est quoi le chiffre? Je vais en venir. Ne soyez pas pressés. J'ai tout mon temps pour vous. Je vais m'occuper de vous correctement. Je vais en venir. Je vais en venir. Je disais donc tantôt que ce que vous venez de dire, c'est encore plus grave. Il aurait mieux valu pour vous de ne rien dire. Moi, j'ai pris note, élève cancre, j'ai noté. Il aurait mieux valu pour vous ne pas confesser que vous avez lu le programme en question. Parce que comme je disais tantôt, l'élève cancre, c'est celui-ci.
Il prend les mêmes cours que tout le monde en classe. Il va lire le même cours que tout le monde. Vu que vous avez lu le programme comme nous tous. Nous tous, on est allé en classe, on a pris le même programme. On a lu tous le même programme. Et vous venez ici nous dire que le programme n'est pas chiffré. C'est ça l'élève cancre. C'est-à-dire Sois que éduqué. Ne rentre pas dans les insultes. non, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Quand on dit médiocre, cancre, ça c'est des jugements. C'est-à-dire que même sur les notes, même sur les bulletins de notes à l'école primaire, on avait ça. C'était insuffisant, moyen, cancre, mention bien, mention très bien, ainsi de suite. Il y a la mention. Ce n'est pas une insulte. Le professeur n'est pas en train d'insulter l'élève quand il dit ça. Il donne simplement le jugement sur les capacités de l'élève à restituer les connaissances qu'on lui a données. C'est tout. Le médiocre et le cancre, c'est simplement celui qui n'est pas capable de restituer les connaissances qu'on lui a données. Moi, je dis donc simplement ceci. Je vous donne des exemples bien clairs, par exemple, bien chiffrés. Le MRC envisage de construire, par exemple, au Cameroun, chaque année, plus de 800 km d'autoroute et plus de 8000 km de route. Et les chiffres sont connus, non seulement par région, non seulement par route nationale, pour l'autoroute également, mais surtout, taisez-vous, pardon, là vous avez commencé à déranger. Mais surtout, il y a encore, il va jeter ton corps, tu vas aller tapoter. Mais surtout, les chiffres sont connus. C'est à 2000 pas, milliards de francs CFA. Je me suis trompé. Pardon, je me suis trompé. C'était pas fait exprès. Ah, maintenant vous vous êtes trompé. Ok, c'est bien. Mais en tout cas, j'étais en train de vous dire simplement que c'est chiffré à 2000 milliards de francs CFA par an. Et que le chiffre de 2000 milliards de francs CFA par an, comme vous avez parlé de chiffres, ce n'est pas un chiffre qu'on avance de manière abstraite. On vous explique également où est-ce qu'on va aller tirer les ressources pour financer les 2000 milliards de francs CFA en question. C'est d'abord sur les taxes des péages routiers. C'est d'abord là-bas qu'on tire de l'argent. C'est ensuite sur la réduction du train de vie de l'État. C'est ensuite sur un certain nombre de prélèvements qui vont être effectués sur un certain nombre de poches de dépenses de l'État de la République. Le professeur Kamto vous a donné des exemples très concrets l'autre jour, par exemple, en vous disant que les frais de bouche au Cameroun, c'est 60 milliards de francs CFA dans un pays pauvre et très endetté. En tout cas, qui sont sortis à peine de l'initiative pays pauvre et très endetté. Vous avez des gens qui s'offrent qui rénovent leur bureau à 200 millions au Cameroun. Des ministres. Vous avez des gens qui ont des bons de carburant excessifs, des gens qui ont des voitures à 80 millions de francs CFA. On dit qu'on va réduire tout ça. On vous dit aussi que les doublons de ministères, on va réduire tout cela. Et qu'à partir de cet argent-là qu'on va générer, on va pouvoir financer et les infrastructures de route et la construction des écoles, ainsi de suite et tout. Donc, non seulement les chiffres sont connus sur ce qu'on veut faire. Un autre exemple, les établissements de professionnalisation, c'est-à-dire les établissements de formation professionnelle qui vont donner les aptitudes aux Camerounais, non pas d'être des gens qui ont une licence en philosophie, un baccalauréat en espagnol et consorts. On vous dit qu'on va changer beaucoup de lycées d'enseignement général, pas tous, mais beaucoup, pour en faire des lycées d'enseignement technique. On vous dit également qu'on vous chiffre ces établissements d'enseignement et de formation là avec des laboratoires compris, machin et tout, à 2 milliards de francs CFA par établissement. On vous dit aussi que dans chacun des chefs-lieux des 10 régions du Cameroun, vous aurez un centre de spécialisation de formation. On vous dit que dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun, vous aurez un centre de métiers pour les enfants qui ont terminé, qui ont arrêté l'école beaucoup trop tôt et qui n'ont pas donc la capacité de pousser trop loin ou d'avoir des aptitudes beaucoup trop développées ou des formations beaucoup trop pointues. Donc pour eux, on crée des centres de métiers, c'est 360, exactement comme les arrondissements du Cameroun. Vous voulez quel genre de chiffres? Quand vous venez nous dire que ce n'est pas chiffré. On vous dit aussi qu'on sait où on prend l'argent parce que sur chacun de ces programmes-là, on vous explique également d'où viendra l'argent pour financer les projets en question. Mais si vous avez lu le programme comme moi je l'ai lu, et que vous n'êtes pas capable de savoir que cela avait été écrit dedans, je vous dis simplement que c'est votre capacité de restitution qui est extrêmement médiocre et il vaudrait mieux pour vous ne pas venir vous mettre sur la scène politique pour vous ridiculiser. Il vaut mieux dire, je ne connais pas ce qu'il propose. Demandez ce que le propose le MRC si vous n'en êtes pas. Et le MRC vous dit ce qu'il propose avec les chiffres à l'appui. Et là, c'est une démarche qui vous profite à vous. Mais vous mettre dans la démarche dans laquelle vous êtes en train de vouloir entrer, c'est totalement contre-productif. Maintenant, je vais en revenir sur votre propos d'Ayop Ayop. J'ai bien précisé ici que les gens qui font le Ayop Ayop sont de toutes les régions. Celui qui avait chanté Ayop Ayop à l'Assemblée, le jour justement de l'investiture de Paul Biya, je peux vous garantir qu'il ne fait rien de plus que Nganou Djoumessi, qui nous a servi un défilé
mémorable, justement, de soutien à Paul Biya. Moi-même, je soutiens le professeur Moïse Kamto, mais vous ne me verrez jamais dans la mendicité. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour chercher un messie. Je ne cherche pas un messie. Je cherche simplement un bon président de la République. Amen. Mais le défilé de Ngannou Messi est extrêmement mémorable parce que, mais il défie tous les ayop du monde. Ngannou Messi n'est pas du Sud. Donc ne venez pas nous faire croire que nous sommes ici en train de tenir un discours contre une ethnie. C'est faux. Personne n'a jamais tenu ce discours-là. Nous disons que de toutes les ethnies, il y a des gens qui soutiennent le régime parce que ça leur permet de manger de manière égoïste et d'avoir donc le champagne et surtout le pétrus. C'est pas nous qui avons dit. C'est eux du régime qui ont dit que pour eux, pour boire, ils commencent par le pétrus. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, tous ont cette habitude-là de totalement délaisser le peuple qui est celui qui leur donne le pouvoir, justement, en définitive. Article 2 de la Constitution du Cameroun. Le pouvoir appartient au peuple camerounais. La souveraineté appartient au peuple camerounais qui l'exerce seulement par l'intermédiaire de ces représentants-là. Donc, nous ne sommes pas ici en train de faire un discours pour stigmatiser une ethnie. Et j'ai moi-même précisé que les régions, même en réalité, du centre, sud et est, sont encore plus enclavées même que beaucoup d'autres régions du Cameroun. Pour dire que la difficulté est la même partout et elle est même encore plus accrue dans ces régions-là. Le discours n'était pas celui de dire que oui, les Boulous sont des méchants. Je n'ai jamais tenu ce discours et je le tiendrai jamais. Moi-même d'abord natif de Nanga et Boko pour commencer. Je suis né à Nanga et Boko. Donc, je ne vois pas en quoi quelqu'un va venir me dire que je dois me reconnaître d'ici ou ça. Je suis né à Nanga et Boko, j'ai grandi à Yaoundé, j'ai grandi en Gambé, dans la Sénégal maritime. J'ai grandi aussi dans le fin fond de l'ouest du Cameroun. D'où est-ce que je dois me réclamer, finalement? Dites-moi. Donc, je suis Camerounais avant toute chose. Et c'est ce que le professeur Moïse Kamto vous dit tout le temps. Camerounais sans concession. C'était d'ailleurs les trois premières lettres les trois premiers mots de la pensée du Moïse Kamto du lundi dernier. Tous les lundis depuis 54 semaines. Tous les lundis, vous faites un texte pour vous expliquer sa pensée. Donnez-nous là où il y a les textes de ce que vous défendez. Je ne sais pas trop. Vous ne défendez pas le régime, mais si vous défendez autre chose, donnez-nous aussi là où il y a la pensée de cela pour qu'on aille la voir et savoir ce qu'il propose pour l'unité et pour le développement du Cameroun. Donc nous ne faisons pas de division. On voit très bien que les problèmes des Camerounais sont les mêmes partout et qu'ils sont même accrus parfois là où on penserait que en réalité ils pourraient être meilleurs. L'UPC 1948 qui dit que je fais de la mamaille. Merci de monter sur le panel. Moi, j'aime bien quand on peut débattre comme ça là et que chacun donne son opinion. Surtout que vous prétendez être de l'UPC. Et vous portez l'UPC sur vos trucs. Et ben, j'espère pour vous que vous connaissez l'UPC dont vous parlez. Parce que sinon, ça va être plus grave pour vous ici. Je serai sans pitié. Attends. Je vais te recadrer un peu. Non. Je ne suis pas dans la... Je ne suis pas dans la bagarre. Je ne suis pas dans la bagarre avec vous. Vous ne pouvez pas me recadrer. Je ne suis pas dans la bagarre avec vous. Vous pouvez donner vos opinions, mais pas me recadrer, monsieur. Attendez. Maxence, tu vas parler. Ensuite, il y aura maintenant un échange entre UPC et Footing, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut éviter la monotonie, puisqu'il y a également encore d'autres personnes qui aimeraient encore prendre un tour de parole, notamment Scarface, la Tontinade. D'accord, ok. J'étais encore sur mon temps de parole, mais je termine rapidement, Marc Lister, en disant simplement que personne ne trompe les Camerounais. Le MRC et l'opposition, la résistance nationale que nous en tout cas, on espère incarner, ne fait jamais d'amalgame avec les populations du Sud. Ne fait jamais d'amalgame avec une quelconque population originaire de quelconque endroit du Cameroun que ce soit. Nous avons en face de nous un régime fait de personnes de toutes les ethnies qui est extrêmement médiocre et qu'il faut faire partie dans l'intérêt de tous les Camerounais aussi. Ce n'est pas pour une région que on veut faire partie le régime, c'est pour tous les Camerounais. Voilà le discours que nous tenons, c'est tout. Voilà ce que je veux dire. Merci, Footing. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que Footing vient de dire pour faire comprendre à Bobo qu'on comprend déjà en quelque sorte là où tu veux nous amener. Dans la plupart des discours, on dit les élites. Quand bien même on veut indexer les personnes qui sont originaires de la même aire géographique que le président, on dit les élites. Mais vous faites toujours croire que ce sont les ressortissants. Et j'ai envie de te demander, je ne te demande pas de répondre tout de suite, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as suivi le discours de Valère Bessala? Parce que j'ai compris tout de suite que effectivement, ce que tu viens de dire, en disant ceci, qu'en indexant les ressortissants Boulou,
ils vont directement se réfugier derrière Paul Biya parce que c'est le seul qui va les protéger après. Et c'est exactement ce que Valère Bessala a démontré l'autre jour sur le plateau d'Info TV. J'aimerais que tu aies écouté parce qu'il dit que c'est comme si c'était élaboré, n'est-ce pas? De manière, effectivement, c'était bien élaboré parce qu'on savait très bien que ça peut finir de la sorte. Donc là, tu viens de confirmer exactement ce que Valère Bessala a dit. Et dans la démonstration de Valère Bessala, c'était un projet politique. C'est-à-dire, c'est fait exprès. C'est fait, n'est-ce pas, dans la logique de vous amener justement à réagir de la sorte. Bon, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Deuxième chose, Paul Biya, aujourd'hui, doit son pouvoir à une seule personne, Amadou Ahidjo. Parce qu'on parle tout le temps, on raconte toutes les choses. Paul Biya ne doit son pouvoir qu'à Amadou Ahidjo. Même les ressortissants de la même aire géographique que lui, il ne leur doit rien. La seule personne qui lui a donné le pouvoir, c'est Amadou Ahidjo. La seule chose qu'il aurait pu faire, c'était de reconnaître cela et de lui rendre hommage. Comme on voit aujourd'hui, ou alors dans l'histoire, même Mobutu, n'est-ce pas, a rendu hommage à Patrice Lumumba. Même si quelque part, il était aussi cynique que ça, mais il a reconnu que le combat de Lumumba était un bon combat, il l'a fait. On a vu partout ailleurs des gens rendre hommage à leurs prédécesseurs, même si quand bien même ce n'était pas des amis. Mais je ne comprends pas comment au Cameroun, quelqu'un qui t'a légué le pouvoir, avec qui tu as travaillé longtemps, tu n'arrives pas à lui rendre hommage. Et te voilà en train de partir. Si dans le RDPC, il y avait quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, demander à Paul Biya de quitter, on l'aurait su. Il n'y a personne. D'ailleurs, toutes les personnes qui étaient là, quand ils prenaient le pouvoir, sont presque tous déjà partis, n'est-ce pas? Donc, tous ceux-là sont ces créatures, comme certains d'ailleurs ont l'habitude de le dire. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Et la troisième chose, c'était de dire que, malheureusement, j'ai l'impression que c'est le président Paul Biya qui n'a pas permis au Cameroun de pouvoir, n'est-ce pas, vivre la vraie démocratie. Remarquez très bien que à chaque fois que les Camerounais se sont assis pour parler entre eux, quand je le dis, je prends la tripartite de 92, n'est-ce pas, et le grand débat. C'est le grand quoi là? Ce qui s'est passé dernièrement là. Je sais plus. Bon, bref, ça va me revenir. Le Dialogue. grand dialogue, très bien. Remarquez très bien que les résolutions sont sorties. C'est-à-dire que, pour une fois, les Camerounais s'asseyaient et définissaient, n'est-ce pas, ensemble, le Cameroun qu'ils voulaient. Vous allez constater, en 92, les Camerounais ensemble, il y avait, quand on dit tripartite, c'est parce qu'il y avait la société civile, l'opposition et le gouvernement qui était représenté, ont décidé qu'on ait un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Qui a fait sauter ça? C'est Paul Biya. Bon, vous vous rendez compte que si ça avait été maintenu, on serait en train d'élire peut-être le 5e président camerounais aujourd'hui, ou le 6e. Vous voyez? Donc, pour vous dire que c'est lui qui nous a fait reculer, hein? On a décidé toujours en 92, n'est-ce pas, la décentralisation. La décentralisation. On l'a finalement essayé de l'implémenter à partir de 2017, n'est-ce pas, sous la menace des Zamba Boys. Alors que on l'avait décidé en 87, donc 25 ans plus tard. Mais vous voyez bien que il n'a jamais eu la volonté de faire avancer le Cameroun, n'est-ce pas, tel que les Camerounais le voulaient. Et moi, je dis, aujourd'hui, personne ne devrait, n'est-ce pas, manifester pour la candidature de Paul Biya. Franchement, ça dit même pour le bien du Cameroun. Moi, j'appelle même ceux qui sont aujourd'hui des pro-biaïstes, pour le bien même du Cameroun, même pour votre bien, n'est-ce pas? En regardant tout, moi je suis dans la démarche politique parce que je ne veux même pas rentrer dans le social et l'économie parce qu'il y a trop de choses à dire, n'est-ce pas? Seulement dans le processus politique du Cameroun, quand on voit comment il a pu faire évoluer le Cameroun, il nous a fait reculer. Aujourd'hui, je pense que pour lui, ça devrait être la fin, franchement. Et il pourrait bien sortir par la grande porte s'il ne se présente pas. Et je prends toujours l'exemple de l'Algérie avec Bouteflika. Bouteflika a voulu se présenter, c'est les populations qui ont dit à Bouteflika que non,
tu n'es plus capable de gouverner. C'est ce que la jeunesse camerounaise doit faire. Paul Biya ne doit plus se présenter comme candidat. C'est la seule chose. Et je crois que c'est la meilleure des choses qu'il peut nous offrir. Et vous allez vous rendre compte que si pour une fois, on a un président qui a battu campagne avant de se faire élire comme président, ce serait une grande première au Cameroun. Parce que ni Ahidjo, ni Paul Biya ne sont arrivés au pouvoir par une élection. Ils sont d'abord arrivés président par un autre, voilà, par toutes la loi qui, la constitution qui le permettait, avant d'organiser des élections. Évidemment que dans ces conditions, on sait tout ce que on peut faire pour se maintenir au pouvoir. Et ça, les Camerounais n'ont pas encore eu la chance d'élire un président, n'est-ce pas, qui va venir sur la base d'un programme. Donc, je finis par là pour dire non à la candidature de Paul Biya et que les Camerounais aient pour une fois la chance d'élire un président, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Merci beaucoup, frère. T'as parlé. Alors, je peux prendre la parole alors? Oui, attends d'abord, frère IPC, tu vas attendre, papa, avec tout le respect que tu dois. Tu vas parler. D'accord, d'accord. La tontinade, je te reprends dans le discours là. Oui, merci de la parole. Alors moi je suis entrée dans le live de Aladji. C'est quand il y avait c'est la vie qui parlait du tribalisme, enfin qui parlait des communautés du sud et tout ça. Donc moi j'ai intervenu à ce niveau-là. Après Bobo est monté. Donc moi ce que je vais dire c'est que moi je vais pas répondre à Bobo parce qu'on va pas descendre dans la boue. Footing et Marc ont relevé le niveau. Et je vais m'arrêter là, à ce niveau-là. Mais ce que je retiens de Bobo, c'est que c'est toi qui viens de dire que les populations du Sud ont peur. Tu vas venir mettre ça, voulu manger ton piment dans ma bouche, mais c'est sorti de ta bouche toi-même. Donc moi, je vais m'arrêter là et je vais... Mais il n'y a pas de guerre, hein. Et tu restes ma sœur, hein. Mais il n'y a pas de guerre entre nous. Je suis Camerounais, je suis frère de tous les Camerounais, donc ça n'a rien à voir. Je n'ai pas dit qu'il y avait une guerre. J'ai dit que le débat a été très élevé, il a été remonté, on a remonté le débat au niveau national et je vais rester à ce niveau-là. Donc je vais pas redescendre pour que tout le monde se fasse encore un ping-pong. Ça ne nous mènera nulle part. Footing et Marc ont remis l'église au centre du village et on va se remettre à ce niveau-là parce que c'est là-bas qu'on veut que notre pays soit. Je vous remercie. Ok, bah moi aussi je vais descendre. Je vais descendre. Bobo, tu attends un peu, hein, D'accord, Bobo, tu attends un peu, hein. D'abord, on va écouter UPC et après tu prendras la parole, Bobo. Ça va, mon frère? Moi c'était juste pour dire au revoir à tout le monde parce que moi aussi je dois aller. Donc c'est tout. Vas-y, longue vie à toi, frère. Merci, hein. En revenant, tu me rapportes un sachet de beurre, hein. Ça va? En tout cas, merci de me redonner la parole et merci de me permettre de remonter ici. Alors, Monsieur Footing a pris la parole tout à l'heure. Il a fait un très bon exposé du projet politique du MRC. C'est leur projet politique, c'est qui est une bonne chose. Et Bobo lui a permis de compléter en donnant du chiffrage. Et là, je crois que s'il y a des gens qui veulent apporter des éléments critiques, c'est des personnes qui sont beaucoup plus techniques dans les chiffrages, dans l'analyse budgétaire, qui pourront peut-être discuter de ça avec lui. Donc pour ma part, j'ai assisté à un brillant exposé par rapport à l'offre du MRC. Alors là où j'ai dit qu'il a fait la marmaille, hein, parce qu'il a mal pris, mais s'il regardait tous mes commentaires, il y a des moments où je disais bien dit. À un moment donné, j'ai dit que non, ça c'est de la marmaille parce que je pense qu'il ne faut pas non plus trop en faire. Il peut dire qu'il a grandi en Gambie, il a grandi à tel endroit. Je crois que ce n'est pas ça le sujet. Ce qui était intéressant, c'était le projet qu'il avait décliné. Allez dire qu'il a grandi en Gambie, ailleurs et autres, et qu'il va se mettre où. Ça je dis, c'est pas intéressant parce que de toute façon, on a tous nos origines culturelles. Je veux dire, j'ai beau grandir en Europe, j'ai beau faire 20, 30, 50 ans en Europe ou bien en Afrique du Sud, je suis quand même Camerounais. C'est-à-dire, même si je prends une autre nationalité, je ne pourrais pas dire je me mets où. C'est pour ça que j'ai parlé de marmaille. Et il a mal pris. C'est pour ça que j'ai dit, parfois, ce n'est pas la peine de trop en faire. Ce qui est essentiel, c'est le projet politique que vous déroulez. Et là, on vous a relancé. Vous avez donné un complément d'information. Autre chose que j'ai dit, même s'il dit que je ne peux pas le recadrer, mais je peux quand même le dire. Le thème cancre n'existe pas dans un bulletin scolaire.
Donc, quand vous discutez avec des gens, c'est peut-être votre tempérament. Moi, je ne peux pas dire le contraire. Mais si je discute avec quelqu'un avec qui on est là pour échanger, parce que vous ne savez pas si demain on peut se rencontrer. Si vous me traitez aujourd'hui de cancre, vous allez peut-être me frustrer et vous n'êtes pas sûr que, parce qu'il ne faut pas oublier les sentiments humains, et vous n'êtes pas sûr que plus tard, cette frustration-là ne partira pas. Vous n'êtes pas sûr que cette frustration partira et vous risquez de passer à côté d'un indécis, éventuellement, ou bien à côté de quelqu'un qui pouvait même voter pour lui. C'est pour ça que je crois qu'il y a certains thèmes, même si une personne, manifestement, montre qu'elle n'a pas lu, ne la traitez pas de cancre. Et quand vous dites que cancre, c'est dans les bulletins scolaires, ça dit non, il n'y a pas cancre dans les bulletins scolaires. Donc moi, je veux dire, c'est à ce niveau que je voulais intervenir. Maintenant, moi, je ne vais pas intervenir dans votre projet, parce que ce que vous avez présenté, il a l'air alléchant. Pour que j'intervienne là-dessus, il faut que je regarde point par point, que je me fasse conseiller, que je sache si les chiffres que vous mettez, est-ce qu'ils sont réalisables ou pas réalisables. Donc, dans l'état actuel des choses, moi, je peux pas apporter un élément de critique là-dessus. Maintenant, là où je veux en venir, parce que vous parlez du MRC, d'accord? Vous avez présenté un projet ambitieux, alléchant, ce qui est bien. Là où j'en viens sur deux choses. Première chose, vous avez dit que l'UPC n'avait pas un projet de gouvernement et que le MRC allait plus loin. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous présentez un projet très ambitieux et vous voulez laisser croire aux gens que le Parti nationaliste, qui a eu des batailles, n'avait pas de projet et que c'est à partir et vous êtes venu et vous êtes allé plus loin. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut rester un peu modeste. D'abord, le Parti nationaliste avait un projet. Il avait un projet qui datait en son temps. Et si vous lisez et si vous écoutez, je suis sûr que vous l'avez déjà écouté, peut-être si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Le discours de Oumniobé en 1952, c'était carrément un discours programme. C'était carrément un discours programme. Et ce qui s'est passé en 1960, c'est que on a pris le projet politique de l'UPC, on a mis entre les mains d'Aïdjo en pensant qu'eux, ils pouvaient faire quelque chose, mais en réalité, c'était un projet dévoyé. Donc, il y avait un projet de gouvernement. Donc, je ne vais pas rentrer dans un pipon là-dedans avec vous, mais je vous dis qu'il y avait un projet. Il y avait un projet pour l'UPC. Et c'est pour ça, quand l'UPC disait réunification, indépendance, élévation du standard de vie, dans élévation standard de vie, il y avait un chronogramme, comment le Cameroun devait être administré. Donc ça, quand vous dites ça, c'est pas très vrai. Maintenant, autre chose que je vais dire, et ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous critiquer, hein, c'est pas pour dire que vous ne pouvez pas, c'est juste pour vous dire ce qui peut, moi, à mon niveau, et si vous me traitez de cancre parce que j'ai dit ça, je vais dire, vous n'avez pas compris, c'est ce que je vais poser maintenant comme question. C'est pour que vous apportez des éléments de réponse qui pourront peut-être me convaincre d'avoir un autre regard sur le MRC. Il y a un individu dans le MRC qui me pose problème. Il s'appelle Albert Zongang. Albert Zongang, c'est qui? C'est la personne qui a été dans le RDPC, qui a été un grand pilier de RDPC, et qui, dans ses propres propos, se vante d'avoir fait échouer la révolution de 1992. Il reconnaît que Fundi avait gagné et qu'il était même l'instigateur de la fraude qui a maintenu Biya au pouvoir. Qu'est-ce qu'un tel monsieur fait au centre, au cœur du MRC? Je voudrais juste une réponse. Hein. Merci pour la question. Merci pour les questions ou bien pour les remarques. Elles sont nombreuses. Je n'ai pas besoin de vous traiter de quoi que ce soit parce que vos propos semblent plus ou moins des propos lucides et il n'y a vraiment pas de raison que je puisse ne pas le reconnaître. Et même si je le reconnais, cela ne va pas m'empêcher de vous dire que vous dites parfois des demi-vérités. Je vais commencer par votre dernière affirmation. Je vais vous rappeler que dans son discours du 31 décembre 2024, le professeur Maurice Kamto, qui est le leader de notre parti politique, je parle ici en mon nom propre et non pas en tant que représentant du MRC, mais quand même en tant que quelqu'un
qui est membre de ce parti politique-là et qui essaie de suivre quelle est la vision et la trajectoire que le parti essaye d'engranger. Le professeur Maurice Kamto lui-même, dans son discours, parle de réconciliation nationale et il tend surtout la main à tous ceux qui sont du régime RDPC mais qui sont compétents, je répète, tous ceux qui sont du régime RDPC mais qui sont compétents, on ne parle pas des médiocres et des voleurs, pour construire le pays ensemble, parce que le pays se fera avec tous ses fils et ses filles qui sont compétents et qui sont capables d'apporter. Voilà la seule nuance que nous apportons au MRC. Pour le reste, venir essayer de questionner le fait que M. Albert Nzonga ait appartenu au RDPC par le passé. Je vous dis, c'est un non-événement parce que déjà, le 31 décembre dernier, le professeur Moïse Kamto a non pas seulement appelé mais il a appelé l'ensemble de ceux qui sont du RDPC mais qui sont compétents à se joindre à lui pour reconstruire le Cameroun. Parce que le Cameroun sera construit pour l'ensemble des citoyens camerounais. Et son propos est très clair. Il dit ceci. Tous ceux qui ont été du RDPC, mais qui sont des gens compétents, ils savent les compétences que les Camerounais ont. Que le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans un parti politique qui ne leur a jamais donné la possibilité d'exprimer leur talent. Il faudra que ces gens-là mettent ce talent-là à son service et au service de la nation camerounaise tout entière pour bâtir le pays. Il dit, il ne va ostraciser aucun Camerounais pour ses choix politiques d'hier. Voilà le mot qu'ils prononcent, pour ces choix politiques d'hier. C'est leur choix politique qu'ils ont mené hier. Pour des raisons et d'autres diverses. Albert Nzonga, l'honorable Albert Nzonga a fait ses choix aussi politiques hier. Il est l'un des pionniers, l'un des premiers qui sont donc compétents d'un point de vue politique, parce que si vous dites que d'un point de vue politique, il a réussi à renverser une révolution qui était en place, c'est dommage. Je le dis, c'est dommage, mais sur la scène politique, il ne devait que se battre que pour son bord politique et non pas pour le bord politique des autres. Donc, non, c'est pas moi. Et juste une petite motion pour que vous répondiez à ma question. Pardon. Je veux que vous répondiez. Non, je vais pas accorder. Pourquoi? Parce que quand vous avez parlé, je vous ai... allez-y. Donc, je vais jusqu'au bout et puis vous allez pouvoir revenir. Prenez note, prenez votre mal en patience. Moi aussi, j'avais à rebondir quand vous étiez en train de parler, ne vous inquiétez pas. Je dis donc simplement ceci. Si vous-même vous reconnaissez que l'honorable Albert Nzonga a politiquement suffisamment bien manœuvré pour faire en sorte que des gens qui avaient un but politique différent du sien ne puissent pas arriver à leur finalité, je dis que nous avons la chance d'avoir quelqu'un de compétent au sein du MRC et c'est tant mieux pour nous. Parce que ça montre que politiquement parlant, il est compétent. Moi, je me limite à cela. Et nous disons donc, pour compléter ce que je viens de dire là, que le professeur Maurice Kamto lui-même, qui est le leader de notre parti, le guide de notre parti politique, précise bien qu'il va travailler avec tous ceux du RDPC. Il ne dit pas de l'UPC ou du RDPC qui sont compétents et qui peuvent apporter leurs compétences pour le pays. En quoi est-ce que M. Albert Nzonga peut être disqualifié s'il est compétent, il peut apporter quelque chose pour le Cameroun? Moi, je ne vois véritablement pas. Si ce n'est que d'un point de vue politique, on ne peut pas lui manquer, on ne peut pas manquer de lui reconnaître une certaine expérience, une certaine sagesse politique. Donc, rien que pour cela, je dis, c'est des débats inutiles. Est-ce que M. Albert Nzonga a trahi le pays? Est-ce qu'il travaillait contre les intérêts de la patrie camerounaise? Non. Il travaillait en tant qu'homme politique du RDPC, pour les intérêts du RDPC, mais toujours dans le but de construire la nation camerounaise. Et quand il s'est rendu compte que malheureusement, le travail qu'il fait pour que le RDPC se maintienne au pouvoir ne permet pas que la nation camerounaise se développe, il en est sorti. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Et c'est tout à son honneur. Donc nous, on est très ravis de l'avoir dans nos rangs parce qu'en termes d'expérience politique au Cameroun, il y a des gens que moi je vénère. Parmi les gens que je vénère au Cameroun parce qu'ils ont une expérience politique immense et grande dont on devrait tirer des leçons, non seulement pour les jeunes Camerounais mais pour tous les jeunes Africains. Il y a justement l'honorable Albert Nzonga. Vous avez des gens comme Maître Black Yondo, par exemple, qui n'est pas très souvent consulté, mais qui pour moi est l'une des figures qui aurait dû encore donner beaucoup plus à la scène politique camerounaise. Il y a des gens extrêmement compétents comme le professeur Baebek, même si parfois il est un peu excentrique, mais on ne peut pas nier qu'il s'inscrit dans la trajectoire des pères fondateurs de l'UPC, la trajectoire initiale des pères fondateurs de l'UPC. Donc il y en a plusieurs comme ça qu'on peut citer, qui sont des hommes ressources, qui peut-être se mettent un peu en retrait aujourd'hui, mais qui auraient encore pu apporter beaucoup à notre nation. L'honorable Albert Nzonga en fait partie et on est tout à fait ravi de l'avoir encore sur la scène, contrairement à d'autres qui sont un peu en retrait, alors qu'ils avaient encore beaucoup à donner à notre nation. Je vais avancer en vous disant que, quand vous dites que j'ai mentionné les endroits où j'ai vécu au Cameroun et que je ne devrais pas le faire, ça veut dire qu'en fait, vous m'interdisez de parler mon éducation s'est faite, ma vie
s'est faite, mes goûts culinaires se sont faits dans beaucoup de régions du Cameroun qu'on ne peut pas m'enlever aujourd'hui. On ne peut pas me priver de cela aujourd'hui. Et donc, je termine en vous disant simplement que sur cet aspect-là, mais l'UPCiste fondamental est le dernier de ceux qui peuvent me faire un reproche. Pourquoi je le dis? Si vous connaissez bien qui est le premier justement des secrétaires, des présidents de l'UPC ou des secrétaires dirigeants de l'UPC, vous savez très bien qui est le nom. Et qu'est-ce qu'il dit justement sur cette question de l'ethnie ou de la tribu? Lui-même, le Mpodol, Ruben Oumniobé, comme on l'appelait à l'époque. Qu'est-ce qu'il en dit lui-même justement de la question de la tribu ou de l'ethnie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc ne venez pas c'est là j'ai envie de vous dire que c'est vous qui faites dans la marmaille ici. Je l'ai lu l'autre jour dans mon live que j'ai fait sur le décryptage de la pensée du professeur Maurice Kamto. Non seulement Ruben Oumniobé est reconnu comme l'un des pionniers, sinon le plus grand pionnier du travail sur la tribu et l'ethnie et le tribalisme dans la scène politique au Cameroun, mais encore en Afrique. Je vais plus loin, je dis bien en Afrique. Je vous donne la référence pour que vous alliez vous-même chercher. Je ne parle pas des choses en l'air. Il y a un ouvrage qui s'appelle Figure de la Révolution africaine. Figure au pluriel avec un S de la Révolution africaine de Saïd Bouamama, dans laquelle il cite les figures les plus marquantes de la Révolution africaine. Elles sont nombreuses. Il y a les Amilcar Cabral, vous avez les Thomas Sankara, les Kwame Nkrumah et autres. La cinquième figure qui classe dans ce classement-là, dans cet ouvrage-là, c'est la figure de Ruben Oumniobé, justement. Et quelle est la partie centrale sur laquelle il s'appuie pour parler de Ruben Oumniobé? C'est justement sur la question de la tribu et de l'ethnie. Je suis très surpris que ce soit quelqu'un qui est de l'UPC qui vienne justement me questionner dessus. Parce que à la page 112 du livre, je vous donne la page, à partir de la page 98, on parle de Ruben Oumniobé. À la page 112 du livre, je parle avec les références bien claires. Ruben Oumniobé dit ceci. Nous ne sommes pas des détribaliseurs comme certains ont prétendu ou veulent le prétendre. Au contraire, nous pensons que les tribus et les ethnies du Cameroun sont la source même de richesse d'où jaillira, la source même d'où jaillira la richesse de cette nation, le développement de cette nation. Par contre, nous sommes contre l'utilisation de l'ethnie et de la tribu comme moyen de lutte politique ou contre une personne. Voilà les propos de Ruben Oumniobé lui-même sur cette tribu-là. Donc, il n'est pas en train de dire qu'il a un problème à ce que quelqu'un parle de son ethnie et de sa tribu, au contraire. Donc, quoi je connais ça. Est-ce que... Il avait dit ça en 1957. C'était maître André Marimbida. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais pourquoi alors vous voulez me faire le procès d'avoir mentionné les endroits où moi j'ai vécu? Encore que vous ai pas je fait n'en le procès. faisais pas. Mais encore que vous l'avez fait, pourtant. Non, vous m'avez dit que je ne devais pas le mentionner. Non, vous avez dit ceci. J'ai dit ceci. Bon, non, on peut pas faire ça. Alors, chutez, je reprends la parole. Parce que je vous laisse d'abord la parole. Après, voilà. Je vais revenir sur le reste de vos propos. D'accord. D'abord, je commence par la fin. Excusez-moi, les questions, c'est uniquement Faustine qui doit les répondre ou bien... je réponds très rapidement à ces questions. Oui, après Marley, tu pourras renchérir aussi, il n'y a pas de souci. IPC? C'est bon là maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Alors, je réponds à M. Faustin qui a dit qu'il a été en Gambie partout, et c'est sa conclusion quand il a dit et dans ce cas, je vais me mettre où? Ça donnait l'impression qu'il niait son appartenance. Donc j'ai dit, c'est pas la peine de le dire et de conclure que je vais me mettre où, parce que c'est comme si vous niez votre appartenance. C'est ça que j'ai relevé. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas revendiquer vos origines. C'est pas ce que je voulais dire. Si j'ai été mal compris, je pense que là, j'ai clarifié. Maintenant, je reviens sur Albert Zongan. Ma question était simple. Hein. Je ne reproche pas à Albert Zongan d'être... après, c'est vos choix. Je ne reproche pas à Albert Zongan d'avoir été dans le RDPC. Ce que je reproche, et c'est pas que je le dis, c'est lui qui l'a dit, qu'il était la personne qui a fait échouer, parce qu'il reconnaît que John Frundi avait gagné partout, et qu'il était même l'instigateur de la faute qui a fait que John Frundi perde. Moi, je suis de ceux qui pensent que nul n'est indispensable. C'est-à-dire qu'on peut trouver des compétences partout. Il n'y a pas une personne qui aura une compétence supérieure à toutes les autres personnes.
Ce que je trouve, moi, à mon niveau, regrettable, c'est qu'une personne qui a commis une chose aussi grave, parce que lui-même l'a affirmé, c'est pas que moi je l'accuse, lui-même l'a affirmé dans une interview à Radio Balafon, que quelqu'un qui a commis cette faute aussi grave qui aujourd'hui impacte les Camerounais parce que il se reconnaît comme celui qui a permis que le régime Biya résiste encore jusqu'à aujourd'hui. Que quelqu'un qui a commis une faute aussi grave soit une fierté pour le MRC. C'est comme si on me disait quelqu'un qui reconnaît avoir détourné des fonds soit reçu dans un gouvernement comme directeur du budget. Vous comprenez un peu? Après, ce que je dis, c'est que c'est vos choix. Ce sont vos choix d'hommes. Moi, je ne peux pas critiquer. Je peux juste vous dire que moi, ce genre de choix me refroidit. C'est mon avis. Après, vous m'avez donné votre réponse. Je ne critique pas votre réponse, mais je vous dis quel est le sentiment qui est le mien. Je ne pense pas qu'on peut reconstruire avec tout le monde. Je pense que même quand on reconstruit, il y a des gens qui doivent répondre de leurs actes. Des gens qui ont détourné de l'argent, même s'ils sont brillants n'importe comment, ils doivent répondre. Des gens qui ont assassiné, qui ont tué des gens. Non, Monsieur, non, c'est faux, c'est faux. Je ne peux pas vous laisser continuer. Parce que ici, vous êtes, et je laisse d'abord la parole à Marlise, parce c'est une dame, et elle a dit motion, donc je lui laisse la parole. Attendez, pourquoi vous ne pouvez pas me laisser continuer? Parce que le modérateur, attendez. Le modérateur, c'est Bouba. J'ai demandé une motion. Oui, toi, Marie, oui, d'accord. Bien sûr, mais il peut se pardon. Oui, non, je suis d'accord, mais pourquoi est-ce que Footing dit il ne peut pas me laisser continuer? Mais ça ne se fait pas, puisqu'il y a un modérateur. Attendez, il y a un modérateur. Vous avez vraiment la mémoire courte, ou vous voulez le faire volontairement? Non, c'est pas volontairement. Il n'y a pas question de mémoire courte. Bon, laissons passer. Laissons passer. Non, laissez-moi 30 secondes, je vous explique quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez que cette prise de parole que vous avez, c'est parce que vous m'avez interrompu et que j'ai volontairement accepté de vous laisser la parole. Donc, quand je vous laisse la parole, ça vous va bien? Mais quand moi-même je vais vous interrompre, ça vous fait très mal? Je ne comprends pas. Ou vous non, c'est pas que ça me fait mal. C'est que c'est la façon. Non, quand vous dites. C'est moi qui avais la parole et qui vous l'ai laissé. Non, mais quand vous dites, je ne vous laisse pas continuer, c'est pas que vous m'interrompez. Non, laissez continuer dans le sens que vous êtes en train de faire là un mensonge grossier. Pour cette fois, je vais l'appeler. Bon, dites-moi quel mensonge. Dites-moi quel mensonge je vais faire. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a détourné de l'argent et toi, on ne peut pas le laisser gérer le pays. Il ne peut pas faire partie de la reconstruction. Et que vous voulez mettre dans le même sac l'honorable Albert Nzongan, je vous dis, mais ça, c'est gros. C'est la marmaille pure. Non, non. C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Vous me semblez quelqu'un de sensé. On ne peut pas faire ce type de débat-là. Non. Et en plus, Marlise avait demandé la motion. Mais je vous dis simplement ceci. L'honorable Albert Nzongan a déjà été accusé de détournement des deniers publics au Cameroun depuis qu'il a démissionné du RDPC. Nous savons tous la fin que font ceux qui veulent se battre contre le régime. Non, je parle pas. Non, c'est pas lui. Je ne parle pas de lui pour le détournement. Non, j'ai pas dit qu'il a détourné. Je ne parle pas de détournement en séquence. J'ai pris des... Non. Ne faites pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Ne faites vraiment pas ça. Je vous ai très bien compris. Oui, mais je ne confonds pas vos propos. Laissez-moi arriver au bout ça va. Laissez-moi arriver au bout de mon idée. On ne peut pas avoir ce genre de débat. Ce n'est pas possible. Vous me semblez quand même être un homme raisonnable. On ne peut pas avoir un débat où à chaque 2 secondes on est en train de se parler dessus, l'un sur l'autre. Ce n'est pas possible. Écoutez d'abord le fond de mon propos. Je vous dis, vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. Les choses sont bien distinctes. Quelqu'un ne peut pas revenir aux affaires pour gérer un État quand on sait qu'il a détourné de l'argent. Ça, c'est évident. Même les lois l'interdisent. Il y a des enquêtes de moralité qui doivent être menées avant qu'on puisse confier un certain nombre de postes de responsabilité à une personne. Quelqu'un qui a détourné de l'argent ne peut pas revenir aux affaires. Quelqu'un qui a commis des crimes, comme vous étiez en train de dire, ne peut pas être en train de vouloir gérer un État alors qu'il a commis des crimes sur la base de la politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce principe-là. La question est maintenant simple. Est-ce que l'honorable Albert Nzongan a commis un crime, a commis un détournement dans la gestion politique qu'il a eue de la phase de l'élection législative en question? La réponse est non. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime pour un homme politique d'aller proposer à des gens de les soudoyer? La politique, ne faisons pas comme si on est dans le monde des bisounours. Mais on voit très bien les coups bas. Les gens sont capables d'aller jusque très loin. On a vu l'honorable Kava Yégué Djibril brûler les effigies du MRC.
Est-ce que c'est normal? Absolument pas. C'est des méthodes politiques très détestables et très basses, mais qu'eux, ils choisissent d'emprunter pour assurer leur victoire politique. C'est la politique. Il y en a qui se font des coups bas beaucoup plus grands que ça. L'affaire Strauss-Kahn, en France, par exemple, Dominique Strauss-Kahn, pourquoi il ne peut pas se présenter aux élections? Ce sont toujours des crocs en jambes, des coups bas qu'ils se font entre eux. La politique ne peut pas être présentée comme un monde de l'illusion. Quand vous arrivez à vous asseoir ou à prendre la décision que vous allez entrer sur la scène politique, vous devez savoir que vous devez avoir affaire à des décisions qui doivent être des décisions courageuses dans l'intérêt de la nation. C'est ce qu'on reproche aux gens, que leurs décisions n'ont pas souvent été dans l'intérêt de la nation, mais pour des intérêts égoïstes. On peut très bien aller sur la scène politique, se battre et essayer de corrompre des gens. Moi, personnellement, ce ne sont pas des méthodes que je souhaite au niveau du MRC et que nous n'emprunterons jamais. Mais par contre, le fait de ne pas emprunter ces méthodes-là ne veut pas dire que l'expérience politique d'un homme politique ne peut pas servir. Si l'homme politique en question avait commis des infractions, si il s'était rendu coupable justement de trahison, on aurait pu le comprendre. S'il s'était rendu coupable justement de bourrage des urnes, on aurait pu comprendre. Il a simplement proposé à des leaders de l'opposition d'accepter de l'argent. Ils ont accepté. Mais c'est la lutte politique. Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? C'est dommage pour notre nation parce qu'on avait là une occasion historique de mettre à mal le régime et de le faire complètement partir avec l'avantage que l'opposition avait au Parlement lors de ces élections-là. Mais les gens ont accepté de toucher de l'argent. C'est un moyen de lutte politique qu'il a utilisé. Pourquoi est-ce que vous voulez le condamner pour ça? Par contre, je dis bien encore une fois, là où on reconnaît que c'est quand même un homme qui a une certaine grandeur, il croyait à ce moment-là qu'il y avait un véritable projet du RDPC de développer le pays. Se rendant compte qu'en réalité, il aidait le RDPC à se maintenir au pouvoir, mais qu'il n'y avait pas de projet pour développer le pays dans l'intérêt de tout le monde, il a préféré s'en retirer. Pourquoi est-ce que vous voulez l'écarter et faire comme si on devrait jeter l'opprobre sur lui? Il n'y a pas d'opprobre sur lui. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy aujourd'hui porte un bracelet en France. Pourquoi? Parce que naturellement, sa campagne, exactement comme la campagne de beaucoup de leaders politiques en France, a été largement financée par des présidents africains. Mais c'est à qui de venir ici faire le procès à ces gens d'avoir voulu leurs intérêts et d'avoir demandé des millions à des présidents africains qui ont accepté de donner. Laurent Gbagbo a accepté de donner des mallettes, on le sait aujourd'hui. C'est eux qui ont accepté de donner des mallettes. Mais si on vient leur demander des mallettes et qu'ils sont des gens qui savent que leurs pays sont dans des difficultés, qui ne peuvent pas donner 1 milliard pour une campagne électorale en France alors que les gens n'ont pas d'eau en Côte d'Ivoire ou en Libye, c'est leur problème. Mais c'est des moyens de lutte politique qu'on ne peut pas considérer comme étant des malversations. Parce que vous voulez confondre cela avec des malversations et ce n'est pas possible. Non, je vais rétablir. Je suis à 4%. Excusez-moi, je suis à 4%. Le temps d'aller charger ma batterie, je vais vite dire quelque chose avant d'aller charger, s'il vous plaît. Je suis vraiment à 4%. Désolé pour ma liste, excuse-moi. Premièrement, il y a 2 fraudes pour lesquelles Albert Zonga a reconnu. La première fraude, c'est John Frondier qui gagne les élections. Il s'asseye avec un comité et change les élections. C'est équivalent au bourrage des urnes. Le deuxième cas, c'est lors de l'élection législative où il prend de l'argent pour soudoyer pour faire de la corruption en fait. Donc c'est les 2 cas. Et ce n'est pas moi qui invente, c'est lui-même qui le dit. Et j'ai des vidéos et je peux vous envoyer. C'est dans une émission de radio Balafon. Ce n'est pas une invention. Donc si vous me dites que vous me dites que pour ces 2 cas, il n'y a pas de gravité. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je sais que c'est une gravité et que pour un tel leader, je ne peux pas donner le moindre soutien. Ça, c'est mon point de vue. D'accord, merci. Bon, voilà, grand frère Footing. Je pense que l'échange était déjà assez suffisant. Hein? On va se limiter à ça pour revenir à l'essentiel et faire tourner le panel. Donc, Marlise, de Flow. Oui, Maris, je vais prendre juste une minute pour rappeler à mon frère UPC que quand on est dans le débat et qu'on exige une certaine probité de certains acteurs, il faut avoir la même probité. Parce que tout à l'heure, il s'est indigné du fait que quand on a dit que l'UPC n'avait pas de programme politique, il s'est indigné en disant oui, c'est malhonnête de dire que l'UPC n'a pas de projet politique. Il y a bien une différence entre projet et programme, monsieur UPC. Donc, ayez au moins l'amabilité. Un programme, c'est dire ce que je vais faire
avec les moyens que je vais faire, de dire comment, c'est-à-dire le programme c'est détaillé, c'est dire comment, il y a l'idée, il y a les moyens de réalisation, il y a même les temps de cette réalisation-là, c'est ça un programme. Un projet, je vais faire la route, c'est un projet, mais un programme c'est je fais la route. Et comment je fais la route? Je fais des partenariats publics-privés, c'est je prends l'investissement ici et en 10 ans la route là elle est faite. Ça c'est du RDPC au MSC, non. Il avait bel et bien un parti politique qui était à lui, c'est la DIC, je pense. Si d'autres personnes pourront me corriger, je pense que c'est la DIC qui était, ou la DIC, ou je sais pas, mais il avait un parti politique déjà avant de rejoindre le MRC. Et vous demandez dans vos dires, vous amalgamez un peu tout. Et c'est dommage. Et je veux bien que comme Fossing a essayé de rétablir le truc, mais c'est quelqu'un qui vraiment a une vision de ce Cameroun. Il l'a dit, il a expliqué comment il est entré dans le RDPC parce que ses parents étant profondément nationalistes, donc de l'UPC de 1948, comme vous affichez bien sur votre profil, lui ont dit tu ne vas jamais adhérer dans l'UNC. Et il a vu comme Paul Biya ce renouveau-là, et il a cru bon entrer dans ce RDPC pour pouvoir apporter un soutien à la construction du Cameroun. Et il explique pourquoi il n'adhère pas au projet de la coalition de 92 en disant on ne peut pas prendre comme slogan politique you shoot am Akacham. Le maraboutisme comme projet ou programme politique, ça peut pas être du maraboutisme. Et il explique que oui, en disant cette stratégie-là, ça a bel et bien marché. Il adhère maintenant au MRC. Les gens ont essayé de critiquer son adhérence au MRC en disant oui, c'est tribal ou c'est ceci. Mais je veux bien rappeler que sur la scène politique, il y a les Ameni Biele, les Dieu Kamchameni, il y a plusieurs leaders politiques de sa région d'origine, mais il ne s'aligne pas derrière ces leaders-là. Et lui, il choisit Maurice Kamto parce que justement il trouve dans le MRC une autre manière de faire la politique. La corruption dont vous l'accusez, il vous plaît de souligner juste le passage, je parle vite parce que vous avez dit vous avez 4% de batterie. Il vous a plu de souligner juste ce qui vous convenait, mais vous n'avez pas vu où quand il dit que quand on distribue les enveloppes à l'Assemblée et que quand l'enveloppe de l'Ouest arrive, lui dit moi je prends pas, je mange pas de cet argent. Et s'il avait pris 1 centime de l'argent qui avait été proposé hors de la dévolution de son activité politique, aujourd'hui, il serait dans les problèmes. Et Dieu seul sait combien de problèmes on lui en a créé. Donc, après sa sortie du RDPC, je trouve que c'est assez malhonnête de dire ça. Il a bien dénoncé que les députés du RDPC reçoivent des enveloppes et lui, quand on l'appelait à chaque fois à distribution de ces enveloppes, on a dit ne donnez même n'appelez même pas Zonga parce que si lui il prend, il va dénoncer. S'il ne prend pas, il va dénoncer. Et effectivement, lui, il n'en prenait pas, mais il l'a dénoncé. Donc, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas d'une certaine sélection d'idées. C'est malsain en politique, justement, de pouvoir juste présenter un pas et de laisser l'autre. Non, c'est quelqu'un d'équilibré qui avait cru dans le RDPC et qui a cru en disant que oui, avec ce RDPC, on pouvait changer. Mais non, il n'a pas retrouvé ça. Et si en l'opposition, il ne s'y reconnaissait pas parce qu'il ne retrouvait pas un programme politique. Avoir des projets, c'est bien, mais pour les programmer, c'est mieux. Donc maintenant, quand il a vu un parti qui a un programme politique, il a donc dissous son parti et il est rentré dans le MRC. C'est ce qui s'est passé. Il ne quitte pas du RDPC vers le MRC. Non, il avait bien son parti à sa sortie du RDPC. C'est ce que je voulais rétablir pour le moment. Merci. Je passe la parole. PKS, Malice, oui, comme j'ai parlé comme un boy du quartier. Oui, là, tu nous as mis à l'aise. Bon, Léo 25, de flow is yours. J'ajoute même que Zonga a été candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Hein. Donc il faut se rappeler de ça. D'accord. Léo 25, 1 fois. Léo 25, 2 fois. Léo 25, 3 fois. Next. Jennifer. À toi la parole. Pardon, bonjour. Moi, je ne connais pas le sujet. Je dis je ne connais pas le sujet parce que M. Fossing et M. IPC nous ont un peu fait narger dans tout et je sais pas. C'était juste une déviation entre parenthèses, hein, mais sinon le sujet c'est non à la candidature de Paul Biya.
Et selon toi, pourquoi plus que jamais on doit s'opposer au détournement du processus électoral et donc de la victoire du peuple? Pourquoi on devrait plus que jamais s'y opposer contre vents et marées? Pour moi, c'est l'échec. C'est-à-dire que on n'a même pas une autre question à se poser, bien même que d'autres arguments peuvent venir combler ce qu'on pense déjà de cette réalité. Mais la première des choses va être l'échec. Ça va être l'échec vraiment sur le plan national et sur le plan même de la citoyenneté des Camerounais. Donc, pour ma part, l'échec, c'est le premier plan. Après, je vais noter l'aptitude du candidat aussi. J'estime que à 92 ans, sincèrement, on n'a plus rien à offrir. Si ça, bon, peut-être à sa famille, mais plus au peuple camerounais. Plus au peuple camerounais, c'est de trop. On n'a plus sa faculté. Et de ce que je vois même du président et toute la manigance qu'il y a autour de son image, les impressions qu'on veut donner aux Camerounais, qu'ils soient encore éligibles, qu'ils se portent encore bien et tout, mais avec la réalité qu'on voit sur la télé, parce qu'on n'a pas la possibilité de le voir en face, mais avec ce qu'on voit sur la télé, c'est plus possible. Moi, j'ai vu le discours du 10 février. Sincèrement, je vais me taire sur ce que je pense de ce discours-là, de cette manipulation-là qu'on a fait aux Camerounais, qu'on a voulu faire croire aux Camerounais. Mais je pense que rien que pour ça, on ne doit plus manger de ce plat. Et maintenant aussi, c'est pour la mauvaise gouvernance de Troyes. La mauvaise gouvernance, dans le sens où M. Mbia est entouré des incompétents. Peut-être il y a quelques qui élèvent un peu le niveau et tout, mais le bilan est très 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 sale. C'est très incompétent aussi d'être dans ces situations-là, où tu as l'impression que ton président ne fout rien, mais ceux avec qui il est même entouré aussi ne foutent rien. Donc, on se croirait que 7 ans passent, mais nous on n'avance pas. Les 7 ans ne font que s'écouler, mais les Camerounais sont dans la même situation. Peu sont ceux qui se sont sortis entre 2018 et 2025. Donc, j'estime que lorsque les gens viennent même parler, ils viennent nous dire nani, parce que moi, quand les gens viennent sur des panels TikTok et qui commencent à nous amener sur tous les terrains, machin, pour bien monter, Maurice Kamto est descendu, ils veulent nous distraire. Ils ne veulent pas qu'on parle des vrais sujets. Le vrai sujet, c'est le bilan. Entre 2018, je veux parler sur tous les bilans de sa présidence, mais entre 2018 et 2025, ce qu'il nous a promis, est-ce que c'est acté? Est-ce qu'on ressent qu'il y a eu un changement entre ces 2018 et 2025 actuellement? Est-ce que ce qu'il a cité, je ne sais pas s'il avait un programme politique en 2018, mais est-ce que ce qu'il avait mentionné dans ce programme politique-là en 2018 pour gagner les élections ont été réalisés? La promesse a été tenue. Donc, c'est de ce fait-là on doit se baser pour parler de nous. Je suis fatiguée. Oh, les gens qui montent sur des panels ici pour nous distraire, ils nous amènent sur tous les sujets et tout. Nous, on ne veut plus. On veut être concentré. On veut être concentré sur notre vision. On veut être concentré sur notre champ. J'étais dans un panel hier. On m'a insulté. Oh, il s'est entouré des... Oh. Ils sont entourés des incompétents bamiliki. Ce sont tes frères qui font ça. Tes frères bami, nani, nana. Mais moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais familier avec Ndjoumessi ou bien Kitchak Boutès ou bien le bout qui a pris ses milliards. Je ne suis jamais parenté avec eux. Ils ne m'ont même pas fait profiter de près ou de loin de leur détournement, de leur investissement. J'en ai rien à foutre. Ils peuvent être en prison. Pourquoi ils sont encore en vie si on a autant je sais pas, de preuves contre eux qui ne sont pas bien? Pourquoi ils sont encore là? Pourquoi ils sont encore dans ce gouvernement-là? Ça prouve à suffisance que votre gouvernement est incompétent. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'accuse pas le président, mais vous accusez ses ministres. Vous êtes alors tous horribles que lui. Parce qu'on ne peut pas venir m'accuser d'un truc ou accuser mon enfant d'un truc sans passer par moi. Je suis sa mère et je me dois peut-être de bien l'éduquer et de lui inculper des valeurs.
Maintenant, vous venez nous chanter. Je ne sais pas si lorsque vous dites ça au Bamileke, vous voulez le faire du mal, mais vous prouvez à suffisance que le Cameroun, c'est de la médiocrité. De la médiocrité pure. Parce que si on réussit à garder un ministre pendant des années, mais que la population même est consciente que ce ministre ne fout rien, il vole de l'argent, il détourne. Mais vous voulez nous mettre sous le prisme de la tribu. Il a parti au Bamileke. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il n'a rien fait pour moi. En tout cas, pour moi, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Lorsque je vais aller dans mon village, là, je me torpille sur la route de l'Ouest. Je me tourne de toutes les façons. J'attrape mon ventre parce qu'on entre dans les creux. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il n'a rien fait pour moi. De près comme de loin, il n'a rien fait. Je ne bénéficie même pas. Donc, on peut les mettre en prison tous à partir d'aujourd'hui. Je fous éperdument. Du coup, changer un peu de discours avec ces noms-là. Avec ces noms, parce que moi, ça ne m'apporte rien. Moi, ça ne m'apporte rien. Si vous les arrêtez aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui vont pleurer et non nous. Voilà. Et du coup, Marliste, je pense que j'ai donné mes quelques idées pour dire non à la candidature du président. Vraiment, non, non et non. On veut du nouveau. On veut goûter autre chose. On veut avoir même l'espoir de dire que bon, un autre président est venu. Si lui-même le président là vient et qu'il ne change pas, bon, on va un peu se questionner sur la mentalité des Camerounais. Parce que c'est parce qu'on n'a pas encore changé qu'on ne peut pas se questionner dessus. Il faut qu'on change. Durant les 7 autres années, on voit comment ça se passe. On voit si ce sont les Camerounais qui sont nés faux et égoïstes, ou on voit si c'est le gouvernement qui nous a trompés pendant toutes ces années-là.